Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui. Bien, en fait, on m'a très bien présenté, Joanie du Parc national de la Pointe-Taillon. Je suis là ici ce soir, justement, pour vous faire découvrir un village disparu, en fait, une municipalité qui a disparu, mais aussi pour vous présenter un projet qui a été réalisé en mémoire des familles qui ont demeuré sur la Pointe-Taillon dans le début des années 1900. Donc, si vous avez des questions ou des interventions, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir de répondre au meilleur de mes connaissances. Et tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à la Pointe-Taillon? Sûrement, hein? Plusieurs, pratiquement tous. Est-ce que vous êtes tous de la région? Oui? OK. Et est-ce que la plupart d'entre vous étiez au courant qu'il y a déjà eu une municipalité sur le territoire de la Pointe-Taillon? Oui. Donc, il a été créé précisément à l'année de 1916. En 1916, à ce moment-là, la municipalité comptait 307 habitants. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo qui est juste derrière moi, vous voyez, c'est en miniature, là, il y a les noms de tous les habitants qui étaient là en 1926. Donc, on peut remarquer que les gens étaient vraiment installés sur le tour de la Pointe-Taillon. Donc, c'était vraiment la zone qui était possible d'être cultivée à l'époque, étant donné que toute la partie centrale du territoire, c'est de la tourbière, donc une très grande tourbière qui n'était pas possible de cultiver, et c'est encore aujourd'hui de la tourbière. Donc, les gens s'étaient vraiment installés sur le pourtour de la Pointe-Taillon. Et la municipalité était quand même bien organisée, du fait qu'il y avait un grand chemin qui faisait tout le tour. Il y en a un autre qui passait en plein centre, donc les gens avaient défriché pour pouvoir se rendre de l'autre côté plus rapidement, plus facilement. Il y avait 4 écoles pour desservir la population, une soixantaine de familles. Donc, je disais 307 habitants, c'était tout près de 60 familles qui étaient établies sur la Pointe-Taillon. Et donc, comme je vous disais, 4 écoles, 2 du côté du lac Saint-Jean, 2 du côté de la rivière Péribonka. Plus précisément, si ça vous intéresse, en fait, il y en a une qui était à peu près dans ce coin-ci. Il y en a une qu'on appelait l'école du lac Asquine, donc près du lac Asquine. Une directement située à Pointe-Chevrette et l'autre tout près de la route du centre, donc juste ici. Ce qui faisait en sorte que parfois, certains enfants devaient marcher tout près de 10-12 km pour se rendre à l'école. Donc, c'était quand même pas de trop, hein, 4 écoles pour tout ça. C'était quand même un long chemin. Donc, également, il y avait une scierie, à peu près dans ce secteur-là, et une petite fromagerie. En fait, comme les gens n'avaient pas, par contre, d'église ni de magasin général, on devait emprunter un bac passeur pour traverser la rivière Péribonka pour aller soit au village de Péribonka ou au village de Sainte-Monique pour aller avoir accès à un magasin général, donc aller se ravitailler et aller à la confesse le dimanche, bien sûr. Donc, toutes les terres que vous voyez, justement, tout le tour de la Pointe-Taillon, il y a de cela un peu plus de 100 ans, étaient défrichées. Donc, c'était bien différent d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont allés peut-être à la Pointe-Taillon dernièrement, ça s'est reboisé. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voici une photo qui permet un peu de s'imaginer comment ça pouvait être à la grandeur, sur le pourtour de la Pointe-Taillon. Donc, ça, c'est un champ qui appartenait à Oscar, non, pas Bolduc, non, c'était pas Bolduc, pardon. C'était Oscar Renaud, qui demeurait plutôt du côté de Saint-Henri-de-Taillon, mais il y avait des terres sur la Pointe-Taillon. Donc, c'était du côté du lac Saint-Jean, cette terre-là. Mais bon, c'était vraiment des terres défrichées comme ça. Voici quelques petites photos aériennes pour vous montrer, justement, à quel point ça peut être impressionnant quand même de voir comment tout était défriché, là. Donc, on voit vraiment les grands étendues. Ça, ici, c'est sur les lots de Xavier Godreau, qui était propriétaire de la scierie. Puis, on voit justement la scierie, juste ici, qui est en bordure du lac Saint-Jean. Donc, à peu près au niveau du kilomètre 12, là, sur la piste cyclable actuelle. Donc, c'est ça, la scierie était vraiment en bordure du lac. Ensuite, la petite fromagerie, elle, comme je vous disais, je mentionnais, c'est Pointe-Chevrette actuelle. Donc, on pense que ce serait probablement cette habitation-là qui était la fromagerie, directement en bordure de la rivière.
mais actuellement, cette partie-là là, n'existe plus à cause de l'érosion des berges. Donc, il ne reste absolument rien de cette petite fromagerie dont le dernier propriétaire a été M. Joseph Paradis. Les gens l'appelaient la fromagerie Paradis. Donc, et la fameuse île Bouliane, qui est juste en face ici de Péribonka. Encore une fois, je vous amène juste à remarquer comment tout était défriché en grandeur de l'île Bouliane. Là, maintenant, ça s'est reboisé de façon naturelle sur cette portion-là. Mais c'était vraiment un très grand domaine agricole et forestier. Puis ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Mais les bâtiments étaient vraiment... donc, juste pour vous situer, ça, c'est le côté nord. Donc, Péribonka est juste de l'autre côté, en face de la rivière. Donc, les bâtiments étaient tous là, situés du côté nord de l'île Bouliane. Donc, les fameux bacs passeurs qui ont été... Donc, le premier a été conçu par la famille Lindsay pour permettre de traverser la rivière Péribonka. Parce que certaines années, l'eau était tellement basse qu'on ne pouvait pas naviguer dans la rivière Péribonka. Donc, c'est assez différent d'aujourd'hui, quand même. Maintenant, la rivière est pas mal toujours stable, avec un niveau assez agréable pour la navigation. À l'époque, les gens ne pouvaient pas toujours se rendre de l'autre côté. Alors, ils avaient développé ce système de bac passeur-là. Ici, c'en est un très ancien qui était à rame. Oui. Alors que le prochain ici, c'était le plus populaire, si on peut dire, celui qu'on connaît le plus, là, qui était à câble. Donc, tiré par des câbles qui traversaient toute la rivière avec un système de poulies et des chevaux qui permettaient là, au bac d'avancer. Dépendamment des périodes, les prix variaient, là, dépendamment des périodes, dans le temps. Mais on peut se dire à peu près 25 sous pour traverser si tu étais à pied. 50 sous si tu avais un cheval et 2 $ si tu avais une belle voiture comme celle-là. Donc, ça pouvait devenir quand même assez dispendieux. Juste pour vous donner une idée, 25 sous, c'était aussi le prix de la livre de beurre. Et puis, on a vérifié, là, 25 sous à l'époque, c'est l'équivalent de 7 $ aujourd'hui. Donc, les gens payaient 7 $ leur livre de beurre, quand même. Et 7 $, l'équivalent de 7 $ pour traverser la rivière. Donc, c'est sûr qu'ils ne traversaient pas nécessairement toutes les semaines, puis même que des fois, j'ai eu comme témoignage que les gens ils se mettaient toute une petite liste de commissions, puis ils donnaient ça à Johnny Gagnon, puis lui, il allait faire les commissions pour tout le monde, puis il ramenait ça de l'autre côté. Donc, j'imagine qu'il se trouvait des façons d'être efficace. La largeur que ça avait, c'était quoi? Je ne sais pas la largeur que ça pouvait avoir. Par contre, oui. De la rivière, oui, c'est ça. Celui-là, oui, c'est à Sainte-Monique, ce bac passeur-là. Parce qu'effectivement, il y avait 2 bacs passeurs. Il y en avait un au niveau de Péribonka, puis un au niveau de Sainte-Monique. Puis ça, c'était celui de Sainte-Monique. C'est une très bonne question, parce que les largeurs variaient beaucoup quand même, dépendamment de la saison. Au printemps, avec les crues du printemps, la rivière pouvait devenir très large, à peu près comme actuellement. Puis après, ça devenait beaucoup plus étroit. Puis apparemment qu'il y a même des années où l'eau, la rivière et le lac, ça séchait tellement que les gens pouvaient traverser à pied la rivière Péribonka. On a vu ça dans des témoignages. Oui? Les gens, les premiers, là, la Pointe-Taillon, oui. Non, c'était pas encore installé. Le premier a été installé en 1904, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, 1914, je crois. Oui, c'est ça. C'est pas une île complètement. C'est relié à la terre là, au niveau de Sainte-Monique puis de Saint-Henri-de-Taillon. Puis ici, bon, c'est très flou, c'est une très vieille photo, mais c'est une habitation au début des années 1900 sur la pointe, ce qui était appelé la pointe Savane à l'époque, là. Donc, vraiment un camp en bois rond. Et puis, on peut se demander qu'est-ce qui a poussé les gens à venir s'établir sur un territoire sauvage, vierge, dans un milieu où l'agriculture était plutôt, pouvait être difficile, parce que la qualité des terres, à certains endroits, était pas toujours très bonne en raison que c'est sur du sable. Les gens faisaient l'agriculture sur du sable dans certains secteurs. Donc, qu'est-ce qui a poussé les gens à venir s'installer sur la Pointe-Taillon? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, la Société de rapatriement et de colonisation du Lac-Saint-Jean, qui a été fondée en 1897.
Donc, ça avait vraiment comme but d'inciter les gens à venir coloniser le nord du lac Saint-Jean. Mais quand je dis les gens, c'est les gens d'un petit peu partout parce qu'ils envoyaient des prospectus, des publicités dans les journaux un peu partout en Europe et aux États-Unis. Donc, il y avait vraiment comme mandat de venir peupler le nord du lac Saint-Jean. Par contre, qu'est-ce qui n'était pas dit souvent, c'est que ces terres-là n'étaient pas encore défrichées. Donc, les gens avaient une surprise quand même quand ils arrivaient ici, là, après avoir traversé l'Atlantique, être arrivé par train de Montréal jusqu'à Roberval, traverser le lac Saint-Jean en bateau, bien, puis là, qui arrivait que finalement, c'était pas des beaux champs de blé déjà prêts à cultiver comme on leur avait peut-être dit. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui repartaient, mais un peu découragés de la situation, mais il y en a beaucoup qui restaient aussi, puis qui s'entraidaient pour pouvoir coloniser ces territoires-là. Puis ça, c'est beaucoup en lien, cette société-là de rapatriement et de colonisation, avec la compagnie de chemin de fer Québec-Lac-Saint-Jean. Donc, la compagnie de chemin de fer qui a amené le premier chemin de fer au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est en 1888 que le chemin de fer est arrivé à Roberval. Puis eux, bien, leur objectif, c'était que le train fonctionne, hein? Donc, que ce soit rentable, qu'il y ait des gens qui prennent le train. Donc, plus on développe le nord du Lac-Saint-Jean, bien, plus on y amène du monde en train, et donc plus c'est rentable pour cette compagnie de train. Alors, c'est un peu eux, je crois, qui ont aidé à créer cette société de rapatriement-là. En plus de ça, en fait, en même temps de tout ça, il y a tout le côté touristique qui se développe au Lac-Saint-Jean au début des années 1900, même fin 1800, là. Donc, il y a une vingtaine de bateaux à vapeur qui sillonnent le lac Saint-Jean et qui amènent les bourgeois un peu partout à visiter le lac Saint-Jean. Donc là, c'est vraiment, les gens arrivent à Roberval par train et puis après ça, vont se balader un peu partout en bateau vapeur sur le lac Saint-Jean. Donc, c'est une autre époque, hein, quand même. Ça peut être vraiment amusant de s'imaginer ça. Et bien sûr, la fameuse pêche à la Wananiche aussi, qui amenait des gens de partout dans le monde. J'ai même vu dans des registres des gens qui arrivaient du Japon pour venir pêcher la Wananiche. Donc, c'était vraiment de renommée mondiale, la pêche à la Wananiche au lac Saint-Jean. Et justement, ce fameux Beamer là, dont on parle, avec l'hôtel Beamer, donc c'est lui qui a amené la pêche à la Wananiche, bien, c'était justement un des comment je pourrais dire, des patrons, des actionnaires de la compagnie de chemin de fer Québec-Lac-Saint-Jean. Donc, on voit que tout est relié, hein, à quelque part, mais c'est quand même ce qui a amené le développement de la région, en fait, du nord de la région. Ici, on voit justement 8 familles qui venaient de Savoie, en France, qui venaient de traverser l'Atlantique en bateau. Ils sont à Montréal et là, ils sont sur le point de reprendre le train pour arriver à Roberval et finalement aller coloniser le territoire de la Pointe-Taillon. Donc, beaucoup d'enfants, oui. C'est 8 familles. C'est vrai qu'il y a 8 familles. Il y a autant d'enfants que d'adultes. Oui, sinon plus, oui. Donc, comme je vous disais, les gens pouvaient repartir l'année après, un peu découragés par le climat, par l'ampleur du travail à faire pour arriver à s'établir. Mais encore là, plusieurs restaient aussi. Puis, c'était vraiment une question d'entraide, là, le fait que les gens pouvaient réussir à s'établir. Puis, au travers de tout ça, l'ère industrielle qui arrive, hein, avec, en fait, les Américains qui ont accès au territoire, qui voient tous les potentiels dans la région, le potentiel hydroélectrique. Donc, c'est en 1922 que la compagnie Duke & Price va obtenir les droits de construire la plus grosse centrale hydroélectrique au monde à ce moment-là. C'était vraiment le plus gros projet d'envergure de ce type-là. Et qui vont obtenir les droits de baignage aussi sur les terres du lac Saint-Jean. Donc, la construction de la centrale hydroélectrique va se passer de 1923 à 1926. Et c'est le 24 juin 1926 précisément qu'ils vont fermer tous les barrages, qui vont bloquer les entrées de la grande et la petite décharge pour finalement, éventuellement, faire monter le niveau d'eau du lac Saint-Jean. Donc, à ce moment-là, le lac Saint-Jean va atteindre 15,5 pieds. Et bien sûr, en fait, les gens vont voir leur terre tranquillement s'inonder. À la Pointe-Taillon,
Les gens, en fait, on dit que les gens n'avaient pas été avertis, que c'est seulement deux mois plus tard qu'ils ont vu dans les journaux l'avis qui disait qui confirmait que ça allait rester comme ça. Et puis donc les gens croyaient à une erreur, mais c'était bien pour rester. Par contre, la fameuse tragédie du Lac-Saint-Jean est survenue 2 ans plus tard, en 1928, alors que là, il y a eu une grosse crue du printemps et que, en fait, les barrages étaient probablement fermés. Et donc là, l'eau du Lac-Saint-Jean a atteint 24,4 pieds. Donc, c'est à peu près une dizaine de pieds de plus qu'actuellement. Donc là, on peut comprendre que, par exemple, vous voyez ici, encore une fois, là, pour vous situer, on dirait qu'il me manque un petit bout, mais ici, juste ici, il y a le chemin qui arrive à Pointe-Chevrette. Donc, vous avez Périboncan en face. Donc, vous voyez qu'il y a des parties qui sont complètement inondées sur le côté ouest de la Pointe-Taillon. Sinon, autour du Lac-Saint-Jean, bien sûr, Saint-Méthode, qui a été fortement touché. Roberval également. Puis j'en passe, là, on peut penser à même Saint-Gédéon, Métabetchouan. À peu près tout le monde était dans l'eau, même Alma. Là. Donc, c'est sûr que ça changeait un peu la face du Lac-Saint-Jean, parce qu'il faut dire que avant que ça devienne un lac réservoir, le Lac-Saint-Jean pouvait monter aussi haut que ça, aussi haut que présentement, au printemps. Ça pouvait même atteindre les 18 pieds, mais après la crue du printemps, l'eau pouvait redescendre jusqu'en bas de l'échelle du zéro. En fait, en bas du zéro à l'échelle de Roberval, et ce qui fait en sorte que les gens qui habitaient la Pointe-Taillon devaient marcher près de 5 km pour se rendre à l'eau. Marcher, y aller en chevaux, en cheval. Donc, c'était vraiment une autre réalité. En fait, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au final, les gens de la Pointe-Taillon ont dû quitter le territoire de la Pointe-Taillon? C'est que, vu qu'on est la Pointe-Taillon est située près du niveau de l'eau, les terres sont tout simplement devenues marécageuses et c'était impossible à ce moment-là de les cultiver, de continuer de les cultiver. Et ça avait aussi atteint la nappe phréatique, donc ça rendait l'eau non potable. Donc, plus de terre à cultiver, plus d'eau potable, il n'y a plus vraiment d'intérêt à demeurer là. Donc, les gens ont commencé à quitter graduellement. Ça ne s'est pas fait tout d'un coup en 1928. C'est sûr que tout le côté sud du Lac-Saint-Jean, je crois que c'est parti beaucoup en 1928 parce qu'ils ont été vraiment touchés par ces inondations-là. Mais il y a quand même des familles qui sont restées jusqu'en 1947 du côté nord de la rivière. Comme il était plus haut que du niveau de l'eau, il avait été moins touché. Puis ils gardaient espoir aussi que ça redevienne un peu comme c'était auparavant. Donc justement, ça ici, c'est en fait, un lot qui était du côté sud. Donc, je voulais juste vous faire remarquer comment le territoire a pu changer depuis. Donc, ça, c'est une photo aérienne qui a été prise en 1926. Donc, déjà, l'eau était plus haute. C'est après la fermeture des barrages. Vous avez une habitation ici. Puis, je veux juste faire remarquer l'espèce de... la végétation qui est ici. On voit que ça peut être un peu humide, hein, parce qu'il reste qu'il y avait quand même déjà des terres humides sur la Pointe-Taillon, mais qu'il y a de la végétation. Et puis, je vous montre une photo plus actuelle. Donc, là où c'était des terres humides, maintenant, c'est de l'eau. Et puis, les maisons étaient ici, là. Donc, ça, c'est pas seulement à cause des barrages, c'est beaucoup à cause des castors aussi, là. Donc, il faut un autre genre de barrage. Mais c'est sûr que toutes ces terres humides-là ont été vraiment propices pour le castor. Et puis après, le castor est finalement remplacer les habitants de Jeanne d'Arc. donc, en fait, voilà. Et tout ça nous a amené... Oui? Les familles restent en ville dédommagées ou replacées dans d'autres terres à d'autres terres? En fait, ce que je sais, c'est qu'en 1932, sur tous les lots qui étaient en culture, il y a seulement une vingtaine de familles, ah non, pas seulement, mais il y a une vingtaine de familles qui sont parties sans rien avoir du tout, là, qui sont parties sans je ne sais pas s'ils avaient demandé ou tout simplement sont partis comme ça sans rien demander. Mais ce que j'ai lu également, c'est que la compagnie voulait rembourser seulement les terres qui étaient encore cultivables.
Donc, c'était souvent vraiment pas grand-chose comparativement à la valeur initiale de leur terre, là. Donc, la plupart des gens repartaient sans avoir un grand dédommagement. Ceux qui avaient des terres sablonneuses, apparemment qu'il y en a qui étaient bien contents de quitter une terre qui n'était pas rentable pour aller recommencer ailleurs. Puis du côté de ceux qui étaient un peu mieux, plus choyés un peu au niveau des terres, là, bien, il y en a qui étaient, ça a été vraiment le drame de leur vie là, de quitter cette pointe-là. Donc, c'était assez partagé comme avis. Puis, dans le fond, aujourd'hui, étant donné que ces gens-là étaient quand même pauvres, il faut se le dire, dans un sens, bien, ils étaient riches de plein de choses, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de sous pour repartir faire leur vie ailleurs. Donc, quand ils ont quitté, bien, en fait, ils sont partis avec tout ce qu'ils pouvaient, même leur maison. Donc, c'est un peu pour cette raison-là qu'on retrouve à peu près rien sur la Pointe-Taillon. Quand on va à vélo, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas grand-chose. Donc, tout ce qu'on retrouve, c'est des trous dans le sol, qui sont un peu les fondations de ces maisons-là. On a retrouvé entre 60 et 70 trous comme ça, soit des emplacements de maisons ou des emplacements de bâtiments de ferme. Ce projet-là a débuté en 2012, le projet de recenser le plus de fondations possible, le plus de vestiges possible. Ça s'est terminé à peu près, je vous dirais, il y a 2 ans, donc peut-être autour de 2016. Et bien justement, avec un total d'une soixantaine de trous comme ça. Ça, c'est moi, dans un trou. Donc, ça a été quand même, en fait, agréable là, de parcourir le territoire comme ça, hein, puis de chercher des trous. Hein, mais c'est quand même pas si évident que ça quand il y a la végétation, tout ça. Au début, on y allait un peu par tâtons. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'avec les photographies aériennes de 1926, bien là, c'était un super outil pour nous aider à trouver où étaient à peu près les maisons. Parce que, bon, on a accès quand même à des logiciels informatiques avec des photographies aériennes d'aujourd'hui qui permettent de géolocaliser des emplacements. Donc, finalement, on a simplement superposé les photos de 1926 avec celles d'aujourd'hui en mettant un point GPS là où il y avait des bâtiments, puis on partait sur le terrain avec ça. Et c'est ce qui nous a permis de trouver beaucoup d'emplacements qui n'avaient jamais été encore observés jusqu'à maintenant. Donc, et puis ceux qu'on n'a pas retrouvés semblent être ceux qui ont disparu en raison de l'érosion des berges. À certains endroits, il y avait certains vestiges, comme ici une cheminée, un vestige de cheminée. Oui? Tu disais qu'il y avait 4 écoles, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de cimetière? Non, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de cimetière. En fait, apparemment, la population de Jeanne d'Arc aurait longtemps demandé à l'évêque de Chicoutimi la permission de se construire une église, puis c'était toujours refusé ou sans réponse. Puis à un moment donné, apparemment, qu'il y aurait eu la permission de se construire une église. Et c'est Joseph Larouche, dont on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui avait commencé à construire une belle chapelle toute en bois, pièce sur pièce, pas très loin de son lot à lui, là, si je ne me trompe pas, lot 64 ou quelque chose comme ça. Puis, apparemment qu'un soir de grand vent, l'église est tombée. Il restait juste le toit à mettre. Puis, ils n'ont pas eu les budgets pour la continuer. Donc, ils n'ont jamais eu d'église, finalement. Puis, pour l'enterrement de leurs proches, bien, les gens allaient dans les municipalités autour, là, beaucoup Péribonka, puis les autres municipalités autour aussi. Donc, c'est ça, en fait, certains vestiges, quand même, des fondations en béton. Au départ, on croyait que c'était principalement des grosses poutres de bois qui servaient de fondation aux maisons, mais en fait, certains avaient eu le temps de s'installer plus confortablement, puis on retrouve certaines fondations de béton à quelques endroits. Ça, c'est peut-être la plus grosse fondation qu'on a retrouvée, mais celle-là a été retrouvée depuis longtemps. C'est celle qui est sur l'île Bouliane, qui est la fameuse grange étable de M. Normand. On va aussi avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et quelques artefacts, là, comme j'ai un petit peu ici sur la table également, là, donc des bouilloires, des bouteilles, énormément de vaisselle cassée. Les gens n'avaient pas beaucoup de déchets à l'époque, mais quand ils en avaient, bien, ils allaient souvent les porter dans un fossé. Donc, des fois, il y a des endroits où il y a beaucoup de petites choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter un petit peu les éléments que j'ai apportés. Ici, étrangement, un soluté. Oui, un soluté qui est en verre à l'époque, donc réutilisable, hein, j'imagine. Dans le coin de la série,
une petite plaque Enterprise Woodman, là où aussi on a retrouvé également la bouilloire qui servait à faire fonctionner la scierie. Elle est encore là sur le territoire au kilomètre 12 parce que c'est trop lourd pour déplacer ça. Elle a juste été poussée dans le bois. Tout à l'heure, je vous ai montré l'emplacement de la scierie qui était près du lac Saint-Jean. Donc, avec le baignage des terres, là, probablement qu'ils l'ont juste comme déplacé un peu plus à l'intérieur des terres. Là. Mais cette bouilloire-là, elle avait été achetée à Saint-Gédéon. Et puis, c'est en plein hiver qu'ils l'ont transportée sur la glace du lac Saint-Jean. Apparemment, ça avait pris 8 chevaux pour la transporter parce que c'était très lourd. Ça pesait plus qu'une tonne. C'est ça qui a servi à faire fonctionner la scierie là, pendant les années qu'elle a été fonctionnelle. Un petit pot, donc un peu le même genre de texture que notre bouilloire. C'est printemps, donc on trouve encore toujours des choses à chaque année. Là, donc un petit camion, il est presque encore fonctionnel. Ouais. Et un fameux, un petit bidon de mélasse. Mais ça, c'est vraiment tout petit, hein, vous savez, parce que les gens, là, quand ils allaient faire leur achat pour passer l'hiver là, au magasin général de Roberval, ils achetaient ça au tonneau. Donc, c'était des barils de mélasse qui leur permettaient de passer l'hiver. 1500 à 2000 tonnes livres de farine. Puis c'est ça, un tonneau de mélasse, tu passes l'hiver avec ça. Puis sinon, ici, j'ai un petit soulier d'enfant qui a été retrouvé par un visiteur sur la plage. Ça fait quand même plusieurs années de ça, mais il n'en reste pas grand-chose, mais on voit encore les petits clous. Et une petite poupée, apparemment vraiment populaire à l'époque, qui s'achetait dans les magasins généraux. C'est écrit Nippon en arrière, donc ce qui a été remplacé après les années 20 par Made in Japan, ce qui permet de confirmer que ça a été fait avant 1920. Donc, la fameuse petite poupée. Tout à l'heure, si vous voulez venir les voir, bien, vous vous approcherez. La première partie s'achève déjà. Juste vous mentionner qu'il y a encore certaines plantes ornementales présentes, de la rhubarbe, entre autres. On retrouve des fois des bébés rhubarbes, puis des beaux plants de rhubarbe en fleurs un peu partout sur le territoire. Et aussi une fleur qu'on appelle héliante, qui fait des fleurs jaunes assez hautes. Donc, on a encore certains vestiges dans ce style-là également. Donc, après la pause, ce que je vais faire avec vous, c'est de peut-être voir plus en détail un peu l'histoire de certaines familles, peut-être les plus marquantes un peu de l'histoire de la Pointe-Taillon, selon le temps qu'on va avoir, là, bien sûr. Mais et puis vous présenter un peu justement ces panneaux-là qui ont été installés ce printemps sur le territoire de la Pointe-Taillon. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place